Euh, la session de cet après-midi donc s'intitule Deux grands penseurs de la cosmologie relativiste, Penrose et Weil. Donc ça sera sans doute, nous verrons si ça se confirme, une session qui a une tonalité plus directement historique, au sens de ne pas être ancrée sur des thématiques, comme celle des principes de cosmologique ce matin, mais d'être ancrée sur des acteurs de cette histoire de la cosmologie relativiste. Penrose, Weil et d'autres que nous rencontrerons. Et donc pour cette première conférence, je donne la parole à Carlos Lobo qui va nous parler de phénoménologie et cosmologie, thèse et théorie du monde. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci à Julien et à Simon pour ce colloque où j'apprends des tas de choses. Alors j'espère que vous n'allez pas perdre votre temps malgré tout, parce que je vais parler de choses un peu générales, un peu philosophiques, mais je vais essayer aussi de montrer que ça a un rapport avec le sujet. Donc le développement, et je vais le faire à l'ancienne, c'est-à-dire j'ai un papier et je vais le faire de façon un peu phénoménologique, puisque le propre de la phénoménologie, c'est qu'elle est très bavarde. Elle écrit beaucoup pour dire des fois des choses très élémentaires. C'est un style un peu particulier et ça a des raisons d'être, mais ce n'est pas le lieu ici d'en parler. Donc le développement de la phénoménologie transcendantale husserlienne, car c'est d'elle dont je parle ici sous le titre de phénoménologie, et celui de la cosmologie relativiste sont contemporains au sens historique du terme. Elles le sont aussi au sens épistémologique, au sens que Gilles Châtelet a donné à cette expression de contemporanéité épistémologique. Par quoi j'entends deux choses, j'entends la chose suivante, c'est que l'une développe, sous la forme d'une exploration de la subjectivité constituante, ou subjectivité à l'œuvre, comme j'aime le dire, le complément de ce que l'autre produit sous la forme d'une théorie mathématique, placée sous la norme de l'objectivité. Or, le principe d'une telle complémentarité est formulé par Hermann Weil dans ses écrits. On ne peut plus clairement. Je cite l'une de ses formulations, il y en a de multiples. L'expérience directe est subjective et absolue. Le monde objectif est en revanche nécessairement relatif. Il ne peut être représenté par un certain nombre ou autres symboles, ou par un système de nombres, qu'après qu'un système de coordonnées a été arbitrairement introduit dans le monde. Il me semble que cette paire d'opposés, subjectif absolu, objectif relatif, contient l'une des intuitions épistémologiques les plus fondamentales que l'on puisse relever dans la recherche, il y a une faute, en sciences de la nature. Cela revient à faire, premièrement, du principe de relativité un principe constitutif de toute science en tant qu'elle prétend à l'objectivité, bref, un principe transcendantal dynamique au sens de Kant. Deuxièmement, d'autre part, ce qu'on néglige le plus souvent par objectivisme ou réalisme ou naturalisme ou positivisme, elle revient à ne pas occulter le domaine de la subjectivité, qui, bien qu'étrangère aux normes de la scientificité et de l'objectivité, reste malgré tout le domaine de l'absolu. Cette formule est absolument décisive si l'on veut comprendre pourquoi, aux yeux de Weil, le moment de l'histoire des sciences auquel il prend part est celui d'une crise, c'est-à-dire en réalité d'une prise de conscience critique et réflexive par la science de ses propres conditions de possibilité. Une prise de conscience dont la phénoménologie transcendantale propose la formulation systématique et méthodique. La contemporanéité est donc une complémentarité. D'une part, la phénoménologie ne se contente pas de porter à la réflexion philosophique les présuppositions subjectives idéalisantes, comme dit Husserl, de la science, mais aussi les présuppositions cosmologiques et naturalistes de la philosophie et de la philosophie transcendantale en particulier. Elle s'efforce d'éliminer jusqu'à la racine les résidus d'objectivisme et de relativisme et de naturalisme, et de montrer que dans toutes ces dimensions, la sphère de la subjectivité est bien celle d'un certain absolu. Complémentairement, la théorie de la relativité et les cosmologies relativistes qui en émergent entreprennent de prendre en charge leur part de ce programme, en éliminant jusqu'au dernier résidu d'absolu, que ce soit celui de l'espace, du temps, de la matière, et en plaçant la dite norme d'objectivité sous l'égide donc du principe de relativité. Complémentaire signifie donc à la fois qu'elles se placent l'une et l'autre sur des versants différents et opposés du même plan épistémologique, et qu'ils en explorent, pour ainsi dire, les deux versants, le versant réel et le versant imaginaire, réaliste d'un côté et idéaliste de l'autre, si l'on veut. Cette situation n'est pas nouvelle si l'on y regarde bien.
mais elle prend une tournure plus radicale au tournant du XXe siècle. En touchant en particulier aux représentations de l'espace et du temps, elles sont conduites à placer sous un jour nouveau le sens profond et les limites de la révolution antérieure, la dite révolution copernicienne. Certains ont même pu parler d'un retour au géocentrisme, ce qui me semble être un contresens, nous le verrons. Je fais ici allusion au texte célèbre de Husserl sur l'arche originaire Terre qui ne se meut pas, qui n'est pas une involution ptoléméenne, mais une mise en lumière de l'une des présuppositions de tout modèle cosmologique. Et pour le comprendre, il me faudra montrer que le rappel de ce fait originaire, en tant que présupposition, s'inscrit dans un cadre plus vaste qui est celui de l'analyse de la corrélation et de ce qu'on appelle en phénoménologie la variation eidetique. J'en dirai un mot tout à l'heure. Ce principe me semble résumer clairement le problème qui m'occupe ici, celui d'une philosophie de la cosmologie qui ne soit pas un simple discours sur l'histoire de la cosmologie ou sur la cosmologie, ou une glose plus ou moins éclairée et informée sur tel ou tel modèle cosmologique, même si c'est évidemment quelque chose de précieux et d'absolument indispensable, mais bien d'une approche critique, autonome et complémentaire. Donc non pas une philosophie de la science, mais une philosophie à côté de la science, ou aux côtés de la science, ce qui est tout à fait autre chose, dont elle prend en charge donc une part... Parce que la phénoménologie a découvert un champ qu'aucune discipline n'avait systématiquement constitué en domaine d'investigation, celui de la subjectivité constituante, ou encore celui de l'a priori corrélationnel, comme dit Husserl, qui est la découverte de sa vie. Elle comporte cette autonomie même vis-à-vis de la psychologie, qui est la première condition, mais aussi vis-à-vis de toute option métaphysique, vis-à-vis desquelles elle conserve une neutralité, que ce soit celle du naturalisme, du réalisme ou de l'objectivisme précisément. Ensuite, parce que ce champ est celui de l'a priori de corrélation, ce qu'on appelle souvent l'intentionnalité, elle n'élimine rien de ce qui constitue le thème réel ou possible de la subjectivité dans cette activité multiforme qui est la sienne au sein des sciences. Enfin et surtout, parce qu'elle met en œuvre volontairement et méthodiquement l'opération qui sous-tend en réalité toute proposition de modèle cosmologique, à savoir la mise entre parenthèses de la thèse d'un monde déjà donné. Elle est particulièrement indiquée pour l'épistémologie des sciences impliquées dans une telle élaboration. J'en viens donc au premier point. La phénoménologie, la thèse du monde et la croyance qui sous-tend la cosmologie. La phénoménologie met en œuvre une opération méthodique fondamentale sans laquelle aucune des analyses proposées ne prend de son sens véritable. La réduction transcendantale, c'est-à-dire un retour à la subjectivité précisément, en tant que subjectivité à l'œuvre constituante, de manière multiforme, donc dans toute proposition d'être ou de valeur, puisqu'il y a un volet axiologique, mais il n'est pas pertinent ici pour notre sujet. Peut-être qu'il sera demain pour la cosmologie de Dante, on le verra. À ce titre, elle a été conduite à renouveler en profondeur la thématique de l'idéalisme transcendantal issu de Kant. Cette reconduction à la subjectivité constituante, telle qu'elle est impliquée dans l'activité scientifique et à la corrélation noético-noématique, suppose toujours et préalablement la mise en œuvre de l'époché transcendantale, c'est-à-dire la neutralisation de la thèse du monde, que Husserl appelle aussi la natural thesis, la thèse naturelle. Mais si nous voulons dénombrer pleinement les points de contact et d'insertion de la réflexion phénoménologique dans la science, ou ces points de contact ou d'échange possibles, il faut également prendre en compte deux autres dimensions de la méthode, le fait que la subjectivité en question est aussi intersubjectivité, et d'autre part que l'ensemble des descriptions sont toujours sous régime eidétique, c'est-à-dire qu'elles sont disons une sorte de mathématique qualitative, non une forme de mathésisme, mais qualitative. Pour autant qu'elle se propose de sauver l'ensemble des phénomènes, la cosmologie est en effet une phénoménologie intégrale. Cela suppose toujours un moment d'époquée qui constitue le monde en spectacle visible, observable, et qui permet ensuite de proposer une construction théorique et une description astronomique et mathématique permettant de donner la clé d'intelligibilité de l'ensemble des phénomènes. Ces phénomènes ne sont pas seulement ceux du ciel, mais aussi ceux de la Terre, et donc il n'y a pas en réalité en droit un seul phénomène physique qui soit anecdotique, mais tout ce qui se produit et s'observe sur la Terre et au ciel doit trouver sa place dans l'ordre cosmique proposé. En ce sens, la phénoménologie est au fondement des cosmologies, où il y a une phénoménologie au fondement des cosmologies, comme Jacques Merleau-Ponty le dit. Le fait nouveau, en effet, est que la physique relativiste, c'est ce que dit Merleau-Ponty dans plusieurs de ses œuvres, comme jamais auparavant,
permet de porter cela à la lumière de la conscience rationnelle. Il l'exprime en ces termes, et il caractérise en effet la cosmologie moderne par deux traits: la réflexivité, à savoir que la physique est non seulement un savoir sur les phénomènes naturels, mais un savoir épistémologique définissant ses propres conditions de possibilité. Deuxièmement, l'époqué, à savoir que l'univers devient un thème du savoir physique, ce qui suppose une époquée de l'univers présupposé naïvement. Et donc c'est la renaissance, on pourrait dire, de la cosmologie à partir de la théorie de la relativité selon Merleau-Ponty. La phénoménologie se caractérise donc comme une analytique réflexive de la conscience du monde et de la thèse du monde. Elle dégage aussi ce qu'on pourrait appeler un socle modal, qui est celui de la croyance. D'accord ? Dans la thèse, c'est une croyance, ou ce que Husserl appelle aussi l'ordoxa. On aurait tort de considérer la croyance ici en jeu comme quelque chose d'informel qui concernerait simplement des stades ou des formes préscientifiques de rapport au monde ou de la conscience du monde, car elle sous-tend, comme le montre Penrose dans Faith, Fashion and Fantasy, les débats les plus actuels de la cosmologie et de la physique, et en particulier les théories cosmologiques reposant sur ce qu'il nomme de manière provocante la révélation quantique. On peut résumer ce que Penrose entend par foi et croyance comme une transformation dogmatique d'un état de développement de la science en vérité immuable, en horizon épistémologique indépassable, ou encore une absolutisation d'une vérité soumise en réalité au principe de relativité épistémologique qui s'affranchit donc de cette dépendance nécessaire vis-à-vis de l'expérience réellement possible. Toute connaissance objective qui prétend s'en affranchir tombe nécessairement dans cette dogmatique. Une théorie valide est elle-même une telle foi, mais éclairée et se gardant de ce danger de fermeture ou d'immobilisation. On n'a pas assez remarqué à quel point cette opération de mise entre parenthèses sous-tend en réalité toute proposition cosmologique, même si celle-ci n'est pas clairement thématisée comme telle. Elle est enveloppée dans la fable cosmologique de Descartes, comme elle l'est déjà dans l'activité du démiurge du Timée de Platon. Comme ses illustres prédécesseurs, Husserl insiste sur le fait que la mise en œuvre méthodique et réfléchie de cette opération a pour effet de transformer en thème de réflexion ce qui le plus souvent reste implicite et enveloppé, à savoir précisément la thèse ou, ce qui revient au même, la croyance cosmique fondamentale qui sous-tend l'attitude naturelle et son corrélat, le monde, avec sa nature postulée. Ainsi décrite, cette situation est passablement anhistorique et très générale, j'en ai conscience par rapport à la précision qui serait requise, mais cela masque en réalité une variabilité. Husserl le sait, il n'y a pas une seule manière de poser le monde, et cela se fait à chaque fois de manière singulière et typique. Sans la discipline imposée par la réduction transcendantale, nous nous engagerions alors dans une philosophie des conceptions du monde, voire une approche historiciste ou relativiste des visions du monde ou des cosmologies. Rien de cela. Cela ne revient pas à nier l'existence de ruptures épistémologiques, et pour commencer, la rupture fondatrice, qui est la rupture propre à la science contemporaine, à la science moderne plutôt. Il s'agit en réalité d'en venir à cette dimension il nous faut comprendre, mais avant d'en venir à cette dimension, il nous faut comprendre de quelle manière la monadologie, c'est-à-dire l'intersubjectivité à laquelle elle aboutit, auquel aboutit la phénoménologie, est pertinente pour comprendre la cosmologie relativiste et de quelle manière cette monadologie se développe elle-même de manière eidétique en une théorie des mondes possibles avec leur nature possible, et enfin comment, dans ce cadre le plus général, Husserl en vient à proposer un critère de sélection parmi les modèles cosmologiques qui correspondrait à une forme, je dis bien, de principe anthropique. Cette phase correspond à ce que l'on a appelé, avec Kant, une déduction transcendantale, c'est-à-dire une procédure de justification minimale parmi le choix des modèles possibles, et donc qui permet donc de justifier celui auquel on accorde un crédit. J'en viens au deuxième point. La subjectivité impliquée dans la science est l'a priori de la science et du temps, de l'espace et du temps, pardon. Le partage entre subjectivité et objectivité s'opère dès le moment inaugural de la science moderne, sans lequel sa mathématisation n'est pas compréhensible, non plus que l'applicabilité d'une théorie mathématisée à une situation d'observation ou d'expérimentation possible.
celui d'une opération qui s'apparente à une forme de réduction, ce que Husserl appelle aussi la réduction galiléenne, et que Weil exprime de manière tout à fait subjective et provocante comme le moment d'élimination du sujet, une élimination qui, dit-il, n'en déplaise au réalisme, ne va pas jusqu'à son terme, puisqu'elle conserve la place minimale qu'est le système de coordonnées. Le sujet de la physique et de l'astronomie est d'abord celui de l'optique. Il est donc un œil ponctuel, observant des corps qui eux-mêmes et des mouvements qui eux-mêmes se laissent réduire à un mobile punctiforme, réduit à son centre de gravité. Si la conquête de l'objectivité suppose le deuil de l'absolu, comme le dit Weil, et l'adoption sans réserve du principe de relativité, c'est que telle est la condition d'une mathématisation de la physique et d'une introduction de la mesure dans l'observation. Tel sera aussi le point de contact de la construction symbolique, mathématique, et de l'expérience subjective, c'est-à-dire sous la forme d'une coïncidence, terme qui n'a pas de valeur, disons, très exacte, de sens exact, d'une coïncidence possible du temps subjectif et du temps mesuré par une horloge, par exemple. Cette coïncidence est un fait épistémologique fondamental, une sorte de fait transcendantal. Nous verrons comment il constitue une version faible, mais plus radicale, en réalité, du principe anthropique, dont toutes les autres versions, finalement, dépendent. Plus radicalement encore, c'est en elle que réside la possibilité donc d'une mathématisation effective de ce qui se donne dans l'expérience subjective et permet donc de dégager des invariants. Je passe ici je donne la citation rapidement. Il s'agit de la deuxième formule, deuxième axiome, ce que j'aime bien appeler le deuxième axiome de l'épistémologie de Weil. La nécessité du système de coordonnées renvoie au fait épistémologique ultime, l'interpénétration du ceci, l'ici maintenant et du ainsi, qui est la forme générale de la conscience. Quelque chose n'existe que dans la mesure où cette étendue continue et la qualité continue se recouvrent l'une l'autre. Cette double nature du réel a pour conséquence que nous ne pouvons construire une image théorique de l'existant que sur l'arrière-plan du possible. C'est en particulier ainsi que le milieu extensif quadridimensionnel du monde est le champ des coïncidences possibles. On ne peut pas éviter de recourir au système de coordonnées si l'on veut saisir la structure du monde, car celle-ci ne peut être lue à partir des événements réels, mais seulement à partir de la totalité des événements possibles conformément à une loi. Fin de citation. C'est toujours dans PMNS, Philosophy of Mathematics and Natural Science, page 116. La réduction ici en jeu est symétriquement inverse à celle que préconise la phénoménologie. Elle revient à une relativisation de la subjectivité, à une désabsolutisation de l'expérience propre et la conquête des conditions d'une connaissance objective, c'est-à-dire, in fine, d'invariants. La mise en lumière de cette réduction nécessaire au sein d'une théorie physique, que Weil appelle une élimination du subjectif, signale cependant la prise de conscience réflexive de ce qui sous-tend la norme de l'objectivité de la science depuis Galilée. La théorie de la relativité représente en ce sens un moment philosophique et phénoménologique au sein de la science, comme le souligne Jacques Merleau-Ponty à propos d'Eddington. La théorie de la relativité est bien le lieu d'une révolution épistémologique majeure où l'intuition fondamentale de la science moderne devient réflexivement thématique. La cosmologie relativiste opère dès lors une sorte d'époquée, c'est l'expression de Merleau-Ponty, qui transforme l'orientation naïve sur l'univers et la cosmologie antérieure en une orientation réflexive sur l'univers comme thème, c'est-à-dire comme corrélat de l'activité thétique objectivante de la subjectivité à l'œuvre dans le savoir scientifique. Avant de se définir comme savoir sur le monde, la théorie de la relativité est essentiellement épistémologique en ce sens. Elle est un savoir sur le savoir physique. Formule de Merleau-Ponty encore. Si l'épistémologie d'Eddington se présente, selon Merleau-Ponty, à son corps défendant comme une sorte de phénoménologie, elle le devient de manière délibérée et systématique chez Weil, qui inscrit explicitement ses réflexions dans le sillage de Husserl, dans lequel il voit le véritable continuateur de Kant. À ses yeux, comme à ceux d'Eddington du reste, la théorie de la relativité n'est pas simplement une théorie scientifique révolutionnaire, mais elle l'est épistémologiquement, en ce qu'elle redistribue les rapports entre philosophie et science, et cela de deux manières. 1. Elle explicite le sens et les conditions de possibilité d'une cosmologie scientifique. 2. Elle exerce une fonction critique en traquant les absolus résiduels au sein de la physique qui font obstacle à la saisie de la portée épistémologique de la révolution relativiste et à son extension. Quant à la première fonction, elle parachève la révolution copernicienne en rendant explicite l'idée fondamentale présidant à l'institution de la science moderne,
ce que Weil résume dans l'axiome épistémologique que j'ai cité au commencement et qu'il reprend en fait de Max Born, à savoir que l'objectif est nécessairement relatif. Qui cherche en revanche l'absolu doit se tourner résolument vers la subjectivité, car seule l'expérience directe est subjective et absolue, aussi floue qu'elle puisse être par ailleurs. Le second axiome épistémologique de portée plus générale, que j'ai mentionné aussi, cette projection sur l'arrière-plan du possible, touche plus spécifiquement à la mathématisation, et elle concerne la manière dont le donné intuitif et les conditions sous lesquelles le donné intuitif est autorisé à rentrer dans le cadre d'un système, d'une construction symbolico-mathématique. Elle consiste, comme le dit Weil, en la substitution au continu intuitif, qui est une bouillie, d'un système de nombres à un système de coordonnées, qui est en fait un espace numérique associé de triplés, quadruplés de nombres, etc., qui est la modalité que prend en physique relativiste la projection du donné sur l'arrière-plan du possible, en bref, sa mathématisation. Alors, comment cette insertion de l'ego au sens égo du jeu, dans un système de coordonnées, est-elle pensée phénoménologiquement? Et comment la phénoménologie permet-elle de retracer génétiquement la formation du système de coordonnées et la formation de l'espace? Comment retrace-t-elle et analyse-t-elle dans ses articulations les phases de cette réduction physicaliste de la perception aux conditions minimales de l'observation? Bref, comment permet-elle d'élucider le point de départ de la physique mathématique et de sa construction analytique et géométrique? Pour le savoir, il faut revenir à la subjectivité dans sa forme non relative, la plus radicale, ce que Husserl appelle la subjectivité réduite au propre, qui est le degré le plus radical de la réduction transcendantale, qu'on trouve dans les méditations cartésiennes, donc une subjectivité réduite au propre, mais avec sa spatialité et sa temporalité elle-même propre. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que dans ce cadre, on peut faire quelque chose qui semble inouï pour la philosophie transcendantale, proposer une genèse des formes a priori de l'espace et du temps. Je dis bien des formes a priori de l'espace et du temps. À cet égard, nous verrons qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on a pu croire Husserl à un moment, de primat du temps sur l'espace, car tous deux sont soumis aux mêmes contraintes de formation, de genèse. C'est en ce point qu'il rompt avec le bergsonisme et la phénoménologie ultérieure, en particulier heideggerienne, qui reste sur ce point tributaire du bergsonisme. Alors, de manière remarquable, deux auteurs ont parfaitement compris ce point, Weil et Gödel, ce qui est d'une importance considérable pour la cosmologie, surtout si l'on opte pour la version husserlienne du principe anthropique que je propose ici. Du point de vue de l'esthétique transcendantale phénoménologique, l'ego se réduit à un point zéro, à un système de coordonnées originaire, dont il faut alors constituer les axes. C'est un point zéro esthétique et kinesthésique. Husserl parle de point zéro de perception, point zéro d'orientation. Je cite, « Tout ego est pour ainsi dire le point zéro du système de coordonnées depuis lequel toutes les choses du monde, qu'elles soient connues ou non, sont observées et connues. » Je ne peux ici décemment m'engager dans l'examen de toutes les difficultés rencontrées dans cette genèse, mais je dois malgré tout insister sur un point. Cette expression de point zéro de système de coordonnées est corrigée et précisée par Husserl de la façon suivante, qui d'une certaine manière aggrave son cas, c'est plutôt le système de coordonnées originaire, par lequel tous les systèmes de coordonnées reçoivent un sens. Fin de citation. Entendons que si nous ne pouvions nous placer, ne serait-ce qu'imaginairement, en ce point, aucun système de coordonnées de la physique ne fonctionnerait comme tel, n'aurait de sens pour nous. Il se réduirait simplement à un couple, un triplé ou un quadruplé de nombres, réels, complexes ou imaginaires. Et il en va de même pour chaque ego. Alors j'en viens au troisième point. Groupe de transformation et monadologie transcendantale. La relativisation par laquelle j'en viens à considérer ce phénomène comme un système de localisation objective, valant pour toute conscience, c'est-à-dire que je relativise ce système de coordonnées originaires que je suis, dont je ne peux jamais m'extraire, l'ici maintenant dont parlait Weil, qui est la forme de ma conscience. Donc cette relativisation a toujours déjà eu lieu d'une certaine manière, puisque nous sommes toujours déjà dans le monde, et on sait très bien qu'on n'est pas le centre du monde, comme on dit. Donc on est juste un point parmi d'autres. Ce processus, on ne doit pas se contenter de le présupposer, cependant, il faut le décrire phénoménologiquement. C'est ça le travail de déplier et d'analyser la subjectivité à l'œuvre.
Or, tel est le point de rendre compte précisément de l'esthétique transcendantale husserlienne et de la théorie de la relativité. Et pour le comprendre, il faut comprendre comment je peux produire une multiplicité de systèmes de coordonnées ayant la structure que Husserl nomme un groupe intersubjectif de transformation. C'est l'expression qu'il emploie dans Husserliana 13. Nous entrons alors dans la monadologie comme système de communication des repérages kinesthésiques dont il est possible de proposer de multiples variantes si l'on soumet ce processus à une variation eidétique. Or là encore, Husserl met en garde contre un possible dérapage consistant à oublier que toutes ces possibilités constructives dépendent en dernière instance du seul et unique système originaire que je connaisse, à savoir le mien. Et que chacun est pour lui-même, bien évidemment. Une monadologie doit satisfaire à un ensemble de principes, dont celui de la connexité, mais il faut en outre un principe d'accessibilité. Je m'explique. Si l'on veut, je dois pouvoir en déduire un système de communication réel, faute de quoi l'univers qu'il permet de construire à lui-même un système vide et non un monde. Et cette communication est à la fois celle de connaissance, mais aussi celle de rapports touchant les observations. De cela dépend la possibilité de déterminer, par exemple, dit Husserl, les points de la Terre, du Soleil, de telle ou telle étoile, comme détermination commune de groupes de tels systèmes et encore de communication entre ces groupes. De proche en proche, cela revient à mettre en place le germe de ce qu'on théorisera ultérieurement donc comme principe anthropique, lequel contient, comme nous allons le voir, la présupposition d'une Terre comme sol originaire par rapport auquel les différences esthétiques et kinesthésiques prennent sens. Je passe la citation. Husserl pousse la variation imaginaire jusqu'à supposer une situation avec des groupes d'êtres non humains, de parfaits extraterrestres, qu'ils soient passés, présents, à venir, idéalement supposés. Et cette connexion devrait, dit-il, être postulée, pour autant que nous situions ces extraterrestres dans le même monde. Et cette connexion doit elle-même être une possibilité effective de communication, c'est-à-dire d'envoi de signaux physiques d'une nature quelconque. D'accord ? Il faut qu'il puisse y avoir un échange de communication. Je ne donne pas la citation. Si, je pourrais envoyer ensuite, éventuellement, si c'est nécessaire, disons le handout. C'est dans Husserliana 13, 218, 219. Donc, relativisation de l'ici-maintenant, qui est donc le système de coordonnées originaire, et constitution de l'espace et du temps. Il convient par ailleurs donc de ne pas escamoter le premier pas de cette phénoménologie, qui est la coordination de deux consciences, puisque c'est par là que commence le processus de relativisation et donc de constitution d'un espace commun et d'un temps commun, quel qu'il soit. Deux consciences sont alors phénoménologiquement coordonnées, reliées l'une à l'autre, mais elles ne le sont jamais que du point de vue d'une conscience, celle que chacun appelle la sienne, en tout cas dans l'attitude phénoménologique. Toute la difficulté consiste à remonter le fil de cette constitution génétique en tentant de comprendre les opérations de transfert de sens par empathie, qui n'est ni un raisonnement par analogie, ni une opération mathématique, mais une opération de la conscience, permettant de conférer à certaines opérations mathématiques le sens de changement de référentiel, par exemple. Ce qu'on nomme mathématiquement transformation est, du point de vue phénoménologique, du point de vue de la conscience, un transfert de sens analogique par anthropathie. Il s'agit donc, et ça peut se faire évidemment de façon imaginaire, c'est ce qu'on fait quand on change de référentiel, en gros. Il s'agit donc d'un transfert de sens et d'un transfert de validité, de la croyance en un être selon sa propre modalité, une certitude d'être, etc., et de la validité associée qui est transférée à un autre ego, un alter ego, réel ou possible. La principale difficulté dans la description de cette opération, dans cette phase de la constitution, est résumée par Husserl en ces termes. Comment en arrivons-nous originellement à des corps étrangers ? Donc c'est le premier pas, c'est le problème de la 4e et 5e méditation cartésienne, enfin la 5e surtout, de Husserl. C'est ici qu'intervient la question, le corps qui se trouve là-bas m'apparaît d'ici, où je me trouve maintenant, comme mon corps apparaîtrait s'il avait été placé là, soit que je m'y sois déplacé ou qu'on m'y ait déplacé. C'est là, bien sûr, que réside la difficulté, dit Husserl. L'empathie ne repose pas sur un déplacement ou une permutation effective et spatiale des lieux. Mon corps ici qui passerait là-bas. C'est l'imagination qui fournit en réalité le lien,
requis pour opérer le couplage associatif entre mon corps et celui de l'autre, au terme duquel je le pose comme doté d'une intériorité et me pose en retour, par symétrie, comme doté pour d'autres égaux, celui que j'ai en face de moi ou un autre, doté d'une corporéité et d'une extériorité. Cela semble suggérer, dans les termes qu'emploie Husserl, un espace projectif, puisque Husserl décrit cela en termes de perspectivierung, construction de perspective, donc d'une distance spatiale. Mais il y a des tas de travaux en psychologie et en neurologie sur ces problèmes-là, qui sont redoutables, mais c'est une perspective constituée, chez Husserl, dans la sphère propre. Autrement dit, ce qu'il appelle au moment de l'empathie primordiale, c'est-à-dire la originaire, ce premier couplage qui s'opère, d'où l'hésitation qu'il ressent. Or, il faut trancher. Et Husserl insiste, la localisation opérée par empathie est la constitution d'un lieu distant à partir d'un point hors de l'espace, c'est-à-dire que le point mon ici maintenant est un point idéal, c'est un zéro originaire, donc il n'est pas situé lui-même dans un espace. Donc toute tentative de rendre compte du transfert, du changement de référentiel qui présuppose un espace et qui situe les référentiels dans un espace, est circulaire en réalité, du point de vue phénoménologique. C'est depuis l'émergence de cette chose qu'est le corps de l'autre, d'un corps de l'autre, d'un alter ego, que le monde réduit réel au possible, que le monde réduit au propre, solipsiste, s'ouvre à une extériorité, acquiert une véritable spatialité qui se communique transitivement à mon corps et aux fantômes de corps environnants, que ce soit ceux de choses simples, d'organismes similaires, ou aux miens ou non. Or, plus fondamentalement, il en va eo ipso, de même pour tout ego réel ou possible, surgissant dans cet espace-temps commun. Ainsi, poursuit Husserl, le monde général des choses est caractérisé de telle manière qu'à chaque corps appartient un ego compréhensible par chaque ego en tant que conscience du monde concret, qui apparaît ainsi objectivé, réalisé, dans le monde commun des choses, situé dans l'espace, dans le temps, dans l'espace-temps. Rien de vraiment spatial, mais, dit-il, néanmoins, ce n'est pas quelque chose de vraiment spatial, mais quelque chose de reconnaissable intersubjectivement, comme appartenant au corps, exprimé dans le corps comme compréhensible par tous. Plus loin, troisième difficulté qu'il mentionne, elle concerne donc le rôle de l'imagination dans ce transfert aperceptif, au terme duquel un autre ego est posé là, comme le double spatial de la localisation dans un lointain qui fait de mon zéro absolu un lointain relatif de ceux là-bas. Le manuscrit que nous suivons ici, que je suis ici, est particulièrement explicite sur le point. Le contrefactuel, je cite, « Je m'imagine comme si j'étais là dans le corps de celui qui est réellement là maintenant, et je m'imagine me tenir et me déplacer, voire sentir comme si j'étais là-bas. » Voilà le contrefactuel. Ce contrefactuel pose problème. Je cite Husserl, « Est-ce que je produis une fiction comme si j'avais le deuxième corps là comme mon corps ? Est-ce que je peux fantasmer mon corps transformé en cet autre, comme si je l'avais comme un corps, cet autre corps en effet ?» À quoi il répond, la perception inhérente à toute association originelle, positionnelle, qui pose donc un deuxième point, ne procédant pas dans le comme si de la pure imagination, pour laquelle alors juste... je passe cette citation, je laisse tomber ce passage qui est un peu compliqué. J'en viens donc, en tout cas, retenons simplement qu'il y a un rôle de l'imagination, ce qui est la manière husserlienne de reprendre le rôle que Kant est obligé d'accorder à l'imagination transcendantale dans la synthèse pure, dans la première critique. J'en viens au deuxième point, donc le passage à l'eidétique, l'autovariation et l'obtention d'une variété d'égos possibles comme base de la modadologie. Je ne sors de ce sac de nœuds d'une jeunesse phénoménologique qu'à la condition de passer au niveau eidétique, c'est-à-dire au plan des possibilités idéales qui s'ouvrent à partir de la donnée de ce premier système, c'est-à-dire du système qu'il appelle le système originaire, l'ici maintenant absolu. L'empathie au sens kinesthésique suppose des possibilités que je n'appréhende que comme des possibilités contrefactuelles imaginaires. À tout prendre, pourquoi s'arrêter en si bon chemin et ne pas lâcher la bride à l'imagination ? Accordons-nous la liberté de peupler arbitrairement l'espace ambiant de tels centres zéros. J'obtiens alors un ensemble ouvert d'égos comme autant de variantes de l'eidos ego, le seul qui me soit donné en propre, le mien. Chacune de ces possibilités, avec son ici maintenant, parce qu'il s'agit malgré tout d'un corps, ce n'est pas un ego abstrait désincarné, c'est moi comme le système de coordonnées originaire. Chacune de ces possibilités et contre-possibilités d'être autre, pour autant qu'elles concernent des ipséités égologiques, sont des singularisations de l'eidos ego que je dois, par contrainte méthodique,
puisé dans mon propre fond par une auto-variation qui occupe la 4e méditation métaphysique cartésienne de Husserl, et dont le rôle décisif pour le problème, la solution du problème de l'empathie est fondamental et si rarement considéré, à mon sens. Ce que la théorie de l'empathie approche au niveau de la facticité transcendantale appartient à une structure eidétique d'implication réciproque. Prenons la chose dans sa plus grande généralité. Au niveau le plus général, contrairement à une simple possibilité libre, Husserl dit « tous les jeux transcendantaux et eidétiques possibles sont impliqués les uns dans les autres ». Et par conséquent, tout jeu possible que je choisis, tout jeu quelconque, implique immédiatement un univers, une totalité d'autres moi coexistant avec lui. Une nouvelle conséquence, chaque variante possible de mon moi implique ses autres possibilités, ses alter-égaux. Et il en va de même, de façon similaire, pour chacun de ces alter-égaux. D'où la loi des sens, je cite Husserl, tout ego enveloppe une totalité monadique d'égaux co-impliqués. Tout ego pris comme exemple possible, qu'il soit réel ou purement imaginaire, a donc la même forme essentielle et appartient au même eidos ego. Ou pour le dire encore autrement, tout ego implique son univers d'égos possibles compossibles, de manière plus leibnizienne. Mais les égos possibles incompossibles sont également inclus, donc les égos possibles incompossibles sont également inclus en tant qu'incompossibles. Par exemple, un César qui n'aurait pas été assassiné au Sénat, ou qui l'aurait été plus tard, etc. Toute position d'un ego entraîne donc la possibilité d'un univers d'égos compossibles, mais à la possibilité d'un ego purement possible et non compossible, quant à la possibilité d'un ego purement possible et non compossible, elle implique la possibilité d'univers possibles, d'autres égos compossibles avec cet ego. Et chacun de ces univers, chaque ego appartenant à ces univers, est un alter-ego pour tous les autres égos appartenant à ces univers. Il est un alter-ego pour ces alter-égos. En résumé, parce que tout ça, ça a l'air très compliqué, mais c'est très simple, un univers égologique implique un ego qui implique les autres égos et implique tous les égos possibles de cet univers. D'où une nouvelle proposition eidétique, l'intersubjectivité transcendantale, eidos, implique l'ego transcendantal. Ou de manière triviale, l'un est équivalent à l'autre. Ce que dit Husserl à la fin de ces pages que je vous ai parcourues tambour battant. J'en viens donc à la monédologie, à la cosmologie et relativiste. Donc on trouve un exemple historique d'un tel usage de la monédologie en cosmologie. Weil exprime une idée semblable en représentant lui-même la transformation de Lorenz en termes de communicabilité et en adossant cet échange d'informations entre égaux à une monédologie d'inspiration leibnizienne. Encore convient-il, en l'occurrence, de ne pas confondre le principe de communicabilité et les propositions théoriques et des propositions théoriques avec le principe de communicabilité des propositions théoriques qui relève d'une logique plus vaste, dont Weil traite dans un autre article qui s'appelle Sur le fantôme de la modalité, où il dit finalement la logique la plus englobante, ce serait une logique des communications théoriques. Et donc il prend un exemple, mais qui est différente évidemment de la communicabilité des informations ou signaux qui sont, elles, soumises à des contraintes de communication au sens physique. Je renvoie ici à de multiples textes de Weil, dont PMNS, et puis des textes qu'on est en train de traduire avec Julien, Marc et Jean-Jacques sur les textes cosmologiques de Weil, on le retrouve dans plusieurs textes. Une telle conversion d'une construction métaphysique en construction mathématique est précisément ce que propose la relativité cinématique de Milne et Whitrow. Merleau-Ponty, qui renvoie à Leibniz et engage un dialogue avec Bergson et Whitehead, et se livre alors à ce qu'il faut bien nommer un bricolage entre cette théorie et les propositions de la philosophie transcendantale kantienne. Je pense qu'il aurait été plus indiqué et plus profitable de se référer directement à la phénoménologie husserlienne, mais évidemment les textes auxquels je me réfère n'étaient pas accessibles à l'époque, ce qui excuse évidemment cela. Selon la relativité cinématique, l'univers se définit d'abord comme une communauté de monades communiquant entre elles et non comme un système matériel. La théorie de la relativité est chargée de définir les conditions de communication possibles et effectives, ce que la géométrie moderne et le concept d'invariance, défini en termes de groupe, rendent possible. La covariance devient ainsi un véritable principe transcendantal et se substitue aux principes transcendantaux dynamiques que Kant nomme postulat de la pensée empirique, qui pose les conditions d'objectivité, qui pose ce que Weil appelle lui-même la norme d'objectivité de la science moderne. L'adversaire résolu de Milne
est le réalisme sous toutes ses formes, et en particulier le réalisme transcendantal, lequel constitue la version orthodoxe de la théorie de la relativité. Disons le réalisme, on va faire de confusion. C'est ce qui conduit du reste à interpréter la communication entre monades en termes de corps de référence situés eux-mêmes dans l'univers, c'est-à-dire dans un temps et un espace-temps cosmique préalables qui ne sont pas définis. Et donc la circularité dont je parlais tout à l'heure, c'est l'un des arguments de Milne que pointe et qu'énonce très clairement Merleau-Ponty dans son livre. Contre cette interprétation classique, Milne affirme que la nécessité d'un point de départ plus radical dans les conditions transcendantales de l'intersubjectivité rationnelle. C'est la retranscription, la traduction qu'en donne Merleau-Ponty. C'est ainsi que, de manière délibérée et méthodique, il se propose de développer, je cite, une axiomatique de l'intersubjectivité qui est inséparable dans les théories physiques et relativistes de l'expression mathématique de la structure de la réalité en termes de structure de groupe. En d'autres termes, le consensus des monades est ce qui permet de déduire un univers possible. Il ne peut donc plus être présupposé. Il n'est pas garanti de façon suffisante par l'accord des esprits sur les principes logiques, dit-il. Par exemple, par la déduction de certaines propriétés objectives, telles que la métrique, puisque celle-ci présuppose déjà une situation spatio-temporelle. Conséquence, il n'est pas non plus garanti nécessairement par l'en-soi des propriétés rationnelles de l'univers physique. Telle est l'intrusion de l'intersubjectivité dans la théorie physique, pour reprendre l'expression de Merleau-Ponty. La discussion des objections de Bergson relève elle aussi de deux dimensions de l'intersubjectivité transcendantale, à savoir qu'elle présuppose toujours, d'une part, que l'ego du physicien, qu'il soit observateur réel ou théoricien, est un ego incarné, vivant et agissant dans le monde de la vie, comme dirait Husserl, mais aussi que les égos, tels qu'ils entrent dans la théorie physique, et en particulier sous la forme idéalisée d'observateurs ponctuels, attachés à des systèmes de coordonnées, sont des singularités d'un eidos ego. Nous retrouvons ainsi l'intuition de Weil: l'ego n'entre dans la théorie que comme un ego réduit au système de coordonnées. Mais la différence, c'est que j'ai déplié phénoménologiquement tout ce qui se passe dans cette élimination qui conserve, ou cette élimination conservatrice, qui rend possible l'applicabilité, ce qu'il appelle le sens, l'interprétation de la construction symbolique. Mais comme l'écrit Merleau-Ponty, quand l'observateur ou l'ego entre dans la théorie physique, ils ne perdent pas nécessairement, sous prétexte qu'une conscience est quelque chose de vivant, tout ce qui fait qu'un observateur est un observateur et un ego un ego. Fin de citation. À l'encontre de Bergson, il faut prendre garde au fait que le physicien réel n'est pas à proprement parler nulle part, ou en tout cas dans l'univers qu'il construit, ou ce qui revient au même, il peut occuper n'importe quelle place, et celle-ci peut être suppléée par un instrument de mesure adéquat, ou un appareil automatique qui supplée l'astronome dans telle ou telle de ses opérations. Je ne m'étendrai pas plus sur la conception de Milne, qui n'est pas, je ne dis pas que c'est l'application de la phénoménologie, sinon ça serait dramatique, mais en tout cas, ça permet de comprendre une proposition théorique dans le sillage de la théorie de la relativité. Et donc, je ne m'étendrai pas donc sur cela, et cette phénoménologie de l'intersubjectivité, ni sur les difficultés, voire les contradictions qui la menacent. Je mentionnerai simplement l'une d'elles, adressée par Ningel, qui concerne la mesure du temps, parce qu'elle introduit le problème qui va m'occuper pour finir. Les objections qu'affronte Milne touchent aux trois conditions d'une mesure du temps: l'établissement d'un ordre de succession, selon l'ordre de l'avant de l'après, celui des simultanéités, et enfin la fixation d'un intervalle comme unité de mesure. Cette objection se résume philosophiquement de la manière suivante, et elle correspond à la question plus générale: pouvons-nous retrouver l'objectivité métrique en réduisant à son aspect le plus subjectif l'expérience que la monade a de la réalité? C'est la question qu'il pose à ce moment-là. Voilà. Retour sur le problème de la coïncidence entre subjectif et objectif sur le problème du temps, avec le problème du temps. Telle est la formulation du problème de l'implication de la subjectivité dans le monde tel que la subjectivité le constitue en relativité cinématique. On mesure ici, par contraste, toute la rigueur de la réflexion de Weil sur le problème de la relation du temps de la conscience absolue au temps objectif et relatif du monde. Weil formule dans un article qui s'appelle Relations Zeitverhältnis, les relations temporelles, temps vécu, temps objectif et temps métaphysique. Weil formule le problème en termes d'insertion de la conscience avec son temps propre, fluent et phénoménologiquement descriptible,
dans le temps cosmique, c'est-à-dire dans la ligne d'univers correspondant à ce que la théorie de la relativité nomme temps propre. Alors j'espère pas dire une bêtise. En le disant, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue avec Marc, mais voilà, éventuellement on prendra ça après. Weil décrit le temps vécu à la suite de Husserl en termes de système de rétention et de protension dans cet article. Dans la formulation que l'on donne de ce problème, parce qu'il touche à la question de l'ordre de succession et avec elle la représentation que l'on a de la causalité, on glisse le plus souvent du problème du temps objectif et de sa détermination à celui en réalité du temps métaphysique. Et c'est une faute contre laquelle Weil met en garde dans cet article. La faute lors de ce transfert, qui donne lieu à ce qu'il appelle le temps métaphysique, consiste très précisément dans un quiproquo, au terme duquel on absolutise l'objectif et on relativise le temps subjectif. Et c'est l'erreur, donc je passe sur la citation. On trouve une formulation identique de ce problème chez Gödel dans A Remark About l'article qui a été cité tout à l'heure, et il est peu probable que Weil doive son intérêt pour Leibniz à Gödel. Donc s'il est peu probable qu'il le doive à Gödel, il est certain en revanche que l'intérêt de Gödel pour Husserl est sans doute dû à la fréquentation de Weil à Princeton à ce moment-là, puisqu'on a des témoignages par la correspondance de Pauli sur les échanges qu'il y avait entre Weil et Gödel sur ces questions de Husserl et monadologie au sens leibnizien, et qui explique... voilà. J'en viens donc au dernier point. Variation idétique, pluralité de modèles cosmologiques et principes anthropiques, au sens, alors évidemment avec beaucoup de guillemets en l'occurrence, alors que l'histoire de la cosmologie, du moins européenne, est marquée par 3 grandes époques, selon Merleau-Ponty, dont l'époque intermédiaire dite copernicienne donne lieu en réalité à une éclipse de la cosmologie en tant que discipline scientifique. L'époque moderne marque au contraire, comme ça a été dit et de manière beaucoup plus précise que tout ce que je dis ici dans les 2 journées qui ont précédé, marque au contraire une phase d'efflorescence de la cosmologie qui devient elle-même une théorie passablement formelle puisqu'elle traite explicitement et méthodiquement des modèles cosmologiques. En raison des méthodes de construction géométrique mobilisées, non euclidiennes, la théorie de la relativité générale, enfin au sens large du terme, la théorie de la relativité générale a représenté en effet un point de basculement dans l'histoire de la cosmologie. Elle a libéré la voie à une pluralité de systèmes cosmologiques scientifiques possibles, la pluralité des espaces ou des temps constructibles étant en droit illimité. Une deuxième tâche s'imposait immédiatement, celle d'une classification des familles de modèles en fonction de critères variables, nature de la métrique, type d'algèbre, connexion ou non, présence ou non de telle ou telle constante, par exemple de la constante cosmologique, du terme cosmologique d'Einstein, présence du temps irréversible ou non, possibilité d'une causalité efficiente, unicité de l'univers, etc. Les critères sont multiples. Le problème de l'objectivité des modèles cosmologiques pose alors à chaque fois, de manière aiguë, la question des modalités d'insertion de la subjectivité dans le monde. Mais qu'en est-il de la subjectivité, donc, à l'œuvre ? C'est au seuil de cette question que la réflexion scientifique spontanée se bloque et rebrousse chemin le plus souvent pour s'arc-bouter sur une position jugée plus naturelle, positivisme, réalisme ou scientisme. De manière paradoxale, la mécanique quantique fournira souvent un argument à ces positions qu'on pourrait qualifier de réactionnelles si on donne droit à ce que Merleau-Ponty appelle cette révolution épistémologique au sein de la science moderne. Cette productivité théorique n'est cependant pas exclusivement matière de mode et de choix. Il reste et doit rester possible d'opérer une sélection parmi ces modèles sur la base de critères scientifiques eux-mêmes non purement formels. Celui de l'expérience possible et de l'observabilité en est un. Comme je le disais plus haut, la phénoménologie fournit un critère sous la forme d'une version faible, mais radicale, minimale, on pourrait dire, mais radicale du principe anthropique. Rappelons en quoi consiste le principe anthropique. Je reprends ici une des citations qui est de Penrose, pour être en phase avec cette session. Le principe anthropique repose sur l'idée que, quelle que soit la nature de l'univers, ou de la partie de l'univers que nous voyons autour de nous, soumise aux lois dynamiques qui semblent régir ses actions, il doit s'agir de quelque chose de fortement favorable à notre existence même. Donc là, en effet, s'il ne nous était pas favorable, nous ne serions pas ici, mais ailleurs, que ce soit dans l'espace ou peut-être même dans un univers tout à fait différent. Bien entendu, le « nous » dont il est question ici ne doit pas nécessairement être un être humain, ni même une quelconque créature de l'humanité que l'humanité a déjà rencontrée, mais une sorte d'être sensible, capable de percevoir et de raisonner. C'est le minimum.
On utilise en général le terme de vie intelligente pour exprimer ce qui est ici requis. Fin de citation. La phénoménologie constitutive husserlienne, parce qu'elle se place en régime de variation eidétique, développe à partir de la monadologie, telle que je l'ai ébauchée rapidement, dont nous avons une théorie des mondes possibles, avec leur nature possible, avec leur espace-temps possible, avec leur métrique et topologie propre, et leurs physiciens et observateurs possibles. Elle propose, donc c'est là la différence majeure entre la monadologie husserlienne et la monadologie leibnizienne. Elle propose ensuite une forme de déduction cosmologique, puisque l'ensemble de ces systèmes de pure possibilité présuppose à leur tour le fait originaire de l'ego et tout ce qui s'y rattache de l'ego que je suis. Parce que ça, ce fait-là, il est totalement indépassable, c'est un absolu. C'est ainsi que parmi, paradoxal, puisque l'absolu en question est précaire, il a une vie finie, mais il est quand même un absolu. C'est ainsi que parmi les géométries possibles, il devient possible de sélectionner et de déduire, au sens juridique et transcendantal du terme, au sens juridique métaphorique de Kantien, celle qui est susceptible de définir l'unique système d'observables effectifs. Tel fut par exemple le rôle joué par le redshift à l'égard d'un certain nombre de modèles. Mais il ne suffit pas de pointer un fait physique, celui-ci suppose également un ensemble de conditions techniques de possibilité, ce que Husserl nomme le monde de la vie et de l'évidence technique qui s'y développe. Si la nature exacte est le produit d'une idéalisation, cela veut dire que contrairement à l'interprétation physicaliste, réductionniste ou naturaliste, la nature présuppose génétiquement et constitutivement le monde, un monde qui comporte sa typique. La première morphologie, donc je passe sur ce point. La question... oui, attendez, j'ai presque terminé. Il reste 3 minutes ? C'est bon, c'est bon, je termine, je m'achemine vers la conclusion. Donc un monde... Donc, si la nature exacte est le produit d'une idéalisation, cela veut dire que, contrairement à l'interprétation physicaliste, la nature présuppose génétiquement et constitutivement le monde. Un monde qui comporte sa typique. La première morphologie qui s'impose est donc celle du monde, comme corrélat d'une subjectivité qui est une intersubjectivité, comme je l'ai dit tout à l'heure. La phénoménologie débouche ainsi sur une morphologie formelle du monde et de l'expérience intersubjective possible en elle. La morphologie formelle est une théorie de l'expérience du monde possible avec leur nature possible. Car, je cite Husserl, à tout monde possible appartient sa nature possible et sa physique possible. Tel est le nouveau sens pris par la question transcendantale, non plus simplement comme chez Kant une analytique des conditions de possibilité d'une nature formalitaire spectata, donc mathématisable, comme elle était chez Kant, et de sa connaissance, et donc de la physique mathématique qui lui correspond, mais bel et bien celle d'un monde formalitaire spectatus. La question des conditions de possibilité d'une physique s'insère à titre de moment, c'est-à-dire de partie dépendante, dans celle plus vaste, et dont la présupposition reste tacite, des conditions de possibilité d'un monde et de la pratique d'une physique de la nature à l'intérieur de ce monde. C'est du reste ce que présuppose tout physicien lorsqu'il exige que la théorie scientifique soit soumise à vérification expérimentale. Ce que je disais tout à l'heure, le réalisme, en fait, suppose un idéalisme transcendantal. Ce qui sous-tend le réalisme, c'est un idéalisme transcendantal. Le réalisme naïf, j'entends. Donc c'est du reste ce que présuppose tout physicien lorsqu'il exige que les théories scientifiques soient soumises à vérification expérimentale, qu'elles soient testables selon les critères de Popper ou d'autres, et que l'expérimentation soit elle-même une instantiation empirique d'une proposition théoriquement formulable, donc mathématiquement exprimable. Husserl dessine ainsi les contours d'une théorie des mondes possibles fort éloignée des constructions ensemblistes qui circulent sous ce nom dans les logiques modales à la Kripke et autres. La sémantique husserlienne est construite de proche en proche et soumise aux contraintes strictes de la variation eidétique. Par exemple, un monde possible comporte nécessairement une nature, c'est le premier point, à laquelle il ne peut se réduire. Donc nature et monde font deux, car cette nature doit à son tour être connaissable, objet d'une expérience possible. La forme de cette nature, de cette connaissance et de cette expérience peut fortement varier, comme ont effectivement varié les formes présumées leurs formes présumées au cours de l'histoire de l'humanité et de l'histoire des sciences en particulier. L'a priori morphologique, au sens de Husserl, est formel et transcendantal au sens plein du terme. Chaque monde ainsi conçu comme monde possible possède une nature et une physique qui, comme telle, n'a de sens qu'à tenter de trouver l'expression adéquate de ce qu'elle éprouve comme ensemble de phénomènes dans l'expérience. Il est donc a priori absurde de supposer un monde
dont la nature serait sans phénoménalité, tout comme d'envisager, alors pas absurde au sens logique, il n'y a rien qui... mais il est absurde du point de vue phénoménologique de le supposer. Il est absurde de supposer un monde dans lequel la nature serait sans phénoménalité, tout comme d'envisager corrélativement une physique d'une nature faisant l'économie d'une expérience de celle-ci, tout aussi absurde qu'une théorie de la relativité sans observateur possible. Donc, un monde possible possède a priori une structure naturelle, une nature, et corrélativement, même si ces sujets n'existent pas, une forme d'expérience possible par et pour des sujets. Ça ne veut pas dire que l'univers n'aurait pas pu être sans sujet. On n'est pas dans l'idéalisme absolu. L'expérience possible est prescrite également pour des sujets possibles, avec une certaine forme d'expérience. La variation édétique dégage au sein de l'a priori du monde la structure d'un « nous et notre monde environnement », qui fait écho ici à la formule de Milne, et par suite une nature qu'il est possible d'appréhender subjectivement. Cela a une conséquence sur le statut ontologique de la sphère de la subjectivité constituante, qui forme l'objet premier de la phénoménologie transcendantale. Loin qu'il se referme sur lui-même et se détourne du résultat final, qui est aussi son point de départ, à savoir l'attitude naturelle et son monde, la thèse naturelle et son thème, l'a priori corrélationnel se rassemble et culmine dans l'a priori formel ici décrit, c'est-à-dire celui du monde. Conclusion, les formes a priori de l'espace et du temps, dans lesquelles se trouvent données les formes descriptives, mais aussi construits les concepts mathématiques, doivent être déliées des contraintes du physicalisme. L'a priori esthétique, au sens de l'esthétique transcendantale, forme des phénomènes, ne prescrit ni la géométrie ni la connexité propre à cette nature. Pour chacun de ces mondes, comme pour le nôtre, le choix de l'expression mathématique adéquate, comme la détermination de la géométrie de l'espace-temps, est une question ouverte qu'on ne peut directement inférer à partir de l'intuition immédiate. Grâce à la considération a priori morphologique du monde, Husserl parvient, en le réduisant à sa structure sous-jacente, celle de la nature, et celle-ci à la structure des fantômes, à son pur apparaître pour un ego singulier, nous sommes reconduits, dit Husserl, aux possibilités nécessaires formelles qui se trouvent contenues dans les formes a priori de l'espace et du temps, et atteignons ainsi la sphère des possibilités libres et constructibles théoriquement avec leur loi d'essence. Ces possibilités définissant une nature possible in abstracto ne doivent pas être détachées de la possibilité d'une expérience et dépendent donc étroitement de celle-ci. Par exemple, la forme de la spatio-temporalité euclidienne laisse ouverte une infinité de natures possibles, de mondes possibles, avec leur système de lois compatibles tant qu'ils sont placés sous l'idée de monde possible en général. Mais cesse de l'être, dès que l'on s'efforce de construire l'un de ces mondes possibles en le maintenant dans son identité, en faisant abstraction de ses conditions. Donc la forme euclidienne de l'espace et du temps n'est donc qu'une forme parmi une infinité de natures possibles, de natures possibles, dont la position doit être motivée donc par un a priori inconditionné, mais un a priori dépendant de l'a priori du monde. Il serait intéressant de mesurer le chemin parcouru depuis les cours de mathématiques de Husserl en 1892 sur Riemann et ses analyses de 1926, que je cite ici, jusqu'à ses analyses de 1926. La spatialité et la temporalité ne doivent pas donner lieu à cette substruction qui se poursuit au sein de la relativité, en conservant un privilège à certains axes de coordonnées du genre temps, voire en posant comme valant absolument l'ordre de succession, un temps ou un temps isotrope, homogène et universel. C'est dans ce contexte qu'intervient la réflexion husserlienne sur le sol de toute expérience cosmologique, sur ce qu'il nomme l'arche originaire Terre qui ne se meut pas, qui n'est pas un plan de simultanéité et qui n'est pas non plus la Terre au sens cosmologique du terme, mais qui correspond, pour prendre une image géométrique, au plan tangent à la variété monadologique et corrélativement cosmologique. C'est le plan d'expérience propre, de l'expérience intersubjective concrète. Tout modèle du ciel mathématique doit ainsi être ramené sur la terre de l'expérience accessible. Ces plans, comme le dit Husserl, sont raccordables les uns aux autres, et dans l'hypothèse où deux communautés sans aucun lien d'aucune sorte l'une avec l'autre, chacune avec sa cosmologie venaient à se rencontrer, donc des extraterrestres qui auraient développé leur histoire des sciences et leur cosmologie avec tous leurs problèmes, elles devraient, si on ne veut pas voir l'univers se scinder en deux blocs sans communication possible, trouver le recollement possible de ces deux plans respectifs et faire de ces deux arches terre, éventuellement temporairement non coordonnées, deux régions, deux parties d'une même arche, et donc rendre la communicabilité possible, ce qui est le sens de l'arche originaire terre et de la terre immobile au sens husserlien.
Voilà, terminé. Merci. Oui. Donc, ça veut dire que si on allait dans une autre galaxie, il faudrait emporter la Terre avec nous. Non, c'est que tu ne peux pas ne pas l'emporter avec toi. Elle colle à tes basques, même si tu es né sur un vaisseau spatial et que l'autre est né sur un vaisseau spatial, tu la colles à tes basques. Puisque, si tu veux, la Terre est immobile, parce que le point, on peut pas, contrairement, je ne sais plus qui parlait du baron Munchausen, tu ne peux pas te tirer par les cheveux pour t'en extraire. Tu peux pas te déphaser de ton propre centre, disons, c'est pour ça qu'il dit système de coordonnées originaire, ce qui est évidemment ce qui peut sembler une contradiction dans les termes. Et donc le système est attaché, c'est-à-dire la fixité, c'est le prolongement, c'est-à-dire que comme, contrairement, le jeu transcendantal n'est pas un jeu désincarné, mais c'est un jeu qui est réduit à sa corporéité propre, c'est-à-dire c'est toute l'expérience en interne et tout ce qu'il est possible de décrire de cette expérience en interne. Enfin, en interne, c'est une manière très métaphorique de dire les choses, c'est-à-dire sous régime de réduction transcendantale, c'est-à-dire en ne faisant pas intervenir l'hypothèse justifiée que je suis dans le monde, que j'ai bien les pieds sur une terre qui elle-même... voilà, mais voilà. Mais donc, c'est-à-dire, c'est une fois de plus dans l'attitude phénoménologique, qui est une attitude méthodologique de description. Comme il est fixe, il est fixe pas au sens où il pourrait être en mouvement. C'est-à-dire que le mouvement, par exemple, les déplacements, quand Husserl décrit les choses, quand on réduit les choses, un neurologue comprend très bien ça, en fait. Un neurologue comprend très bien parce que, en réalité, le sens du mouvement, tu le construis, alors lui il l'interprète en termes d'activité neurologique, mais en réalité tu ne te déplaces pas dans l'espace. De ce point de vue-là, le cerveau décrypte un certain nombre d'informations qu'il reconstitue de telle manière. Donc il est toujours... C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire oui. Par là que le géocentrisme ptoléméen, de fait, on peut le transformer en tout à fait. De géocentrisme abstrait. Oui, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait dans ton livre, tout à fait. Non, je suis d'accord, oui. Oui, tout à fait. Oui. Donc, il y a donc une condition abstraite qui est explicite. C'est d'ailleurs pour ça que même ce géocentrisme, en un certain sens, a donné lieu à toute l'astronomie théorique. Enfin, oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Tout à fait. Merci beaucoup, Carlos, pour cette intervention très riche. Peut-être pas pour revenir à la Terre ne se meut pas. L'essence de l'affirmation, c'est qu'en fait, quoi qu'il en soit, toute production, toute construction scientifique, donc d'éthique et d'éthico-régionale, vient d'une sorte de raffinement d'une expérience originaire qui est celle de l'expérience phénoménologique primaire. Oui. Ouais. Okay. Donc, toute cosmologie ne serait que le raffinement et l'approximation théologique à l'objectivité d'une expérience qui est déjà constituée en nous comme sujets transcendantaux. Alors, il y a le volet idétique, c'est-à-dire, s'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a des germes, mais c'est un champ de possible en réalité. Oui, c'est un champ de possible. Voilà, donc à partir de là, beaucoup de choses sont possibles. Oui, beaucoup de choses, mais pas toutes. Mais pas toutes choses, voilà. C'est-à-dire que ça agit, il y a un principe, c'est un sélecteur quand même, ça agit comme un crible. Donc c'est pour ça que ça a une dimension critique. Ça renonce pas, enfin Husserl n'a pas renoncé. Tout son projet, logique formelle, logique transcendantale, c'est une critique de la raison logique. Donc le projet de critique de la raison reste non seulement à l'œuvre, mais il est étendu à toutes les dimensions chez Husserl. Oui. Non, mais justement, le problème c'est ça. Le problème c'est que chez Husserl, ça semble fonctionner avec des formes de rationalité et des constructions à très haut niveau d'abstraction qui collent avec ces présupposés fondamentaux de la continuité de l'espace-temps ou de la complétude de la logique. C'est-à-dire, tant qu'on touche, disons, l'explicitation des sens, d'un côté de l'axiomatique du projet hilbertien et de l'autre côté de la relativité d'Einstein, tout va bien.
Le problème, c'est que quand on touche à des choses qui ne viennent pas d'un raffinement téléologique du fond de l'expérience phénoménologique ordinaire ou basique, Husserl et sa phénoménologie échouent. D'un côté, c'est vrai pour Hilbert, c'est-à-dire même si informé, c'est Mark Van Hatten qui a écrit un article sur cela, même si informé 3 fois, je crois, 2 sur le théorème d'incomplétude, Husserl fait semblant de ne pas entendre qu'en fait la logique n'est pas complète, et donc il n'a pas une axiomatique complète, donc qu'il n'a pas une ontologie formelle complète. Et de l'autre côté, dans une lettre à Hans Halbert de 1932, je crois, il nomme les découvertes de la mécanique quantique comme kindliche Naivitäten, c'est-à-dire des naïvetés d'enfants. Alors le problème, la question que je pose, c'est ça. Dans quelle mesure l'explicitation du sens mise en œuvre par la phénoménologie des constructions cosmologiques, dans quelle mesure cette explicitation elle est dépendante des assumptions fondamentales et même historiques de la phénoménologie du Husserl lui-même. Alors là, ça risque d'être un débat un peu husserlien, mais bon, je vais quand même pas me dérober à la question. Sur un point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation de Marc, c'est-à-dire qu'il pense que la phénoménologie pouvait aller dans le sens d'un révisionnisme par rapport au formalisme, par rapport aux mathématiques, donc il aurait dû aller dans le sens de Brouwer. Moi, il me semble que la situation est plus complexe, c'est-à-dire je pense que Husserl est révisionniste fort. Donc il n'est pas hilbertien, il n'est pas brouwerien, il n'est pas ettingien non plus. L'idée, enfin c'est ma thèse, c'est ça principalement. Il va dans le sens, et il faut être attentif à tout l'aspect, c'est-à-dire, bon, là on rentre dans des choses, mais ça touche aussi à la question, j'ai évoqué ça en passant, les modalités, et donc ça explique aussi pourquoi autour de Husserl, des gens comme Becker ont travaillé sur les modalités, parce que Husserl, c'est omniprésent en réalité, cette question-là, mais il n'a pas du tout une approche qui est l'approche de l'époque, il est vraiment, je pense, vraiment en avance sur son temps. À mon sens, celui qui s'est rapproché le plus de la position de Husserl sur le rapport, enfin sur la place des modalités dans la logique formelle, c'est Girard, la logique linéaire de Girard. Enfin, c'est une des propositions contemporaines qui me semble la plus proche de ce qu'est le rapport entre le classique et le modal. Donc il n'est pas quelque chose qui est une extension de la logique formelle, mais, enfin la logique du premier ordre, mais c'est quelque chose qui est sous-jacent en fait à la logique du premier ordre. Et c'est ce que montre Girard dans la... Donc ça, c'est pour répondre très vite. Et donc, sur ça, mais sur d'autres questions, par exemple, je travaillais depuis plusieurs années sur les propositions de Husserl sur les probabilités. Husserl a une théorie non standard des probabilités. Et il connaît Kolmogorov, puisqu'en 1931, il a eu vent de ça. Il y a des travaux dans son école, enfin dans son cercle, de gens qui travaillent là-dessus. Et il est informé de ça. Et donc, il n'est pas... Mais, disons, sur ces questions-là, et ça remonte à très loin, dès les prolégomènes, la question des probabilités est quelque chose qui intervient tout au long de son travail. Et j'ai essayé de montrer dans un article récent qu'une des propositions voisines, c'est précisément la théorie de Hausdorff sur les probabilités, qui est une théorie du Spielraum. La source est la même, c'est Johann von Chris, qui est un auteur commun que Husserl cite dans dans les prolégomènes, et qui est à l'origine de la distinction entre nomologique et ontologique dans une science ontologique, nomologique, c'est-à-dire une science déductive, en gros, qui peut rentrer dans le format ou la norme de la scientificité, disons, une théorie qui énonce des lois et dont les propositions sont organisées de manière déductive, et une théorie descriptive, donc il appelle ontologique, la distinction vient de von Chris. Et donc c'est quelque chose qui est continu. Donc ça, c'est pour répondre très très vite. Hein. Donc je pense, il est révisionniste fort. La lecture qui a été faite par la communauté à cause de Cavaillès, à cause de tas de filtres, en fait, on est passé à côté de ça. Et par exemple, sur la complétude, Husserl se défend. Alors après, c'est lui qui a introduit la notion de complétude que Hilbert reprend ensuite. C'est les conférences qu'il fait à Göttingen en 1901, auxquelles assiste Hilbert. Et Hilbert va énoncer dans les fondements de la géométrie, il va énoncer le principe, l'axiome de complétude, et ensuite la théorie de la complétude, il la développe à partir de là. Et Husserl revendique qu'il y a voilà. Et sur l'incomplétude, par contre, je ne pense pas que ça pose problème si on admet qu'il n'est pas hilbertien. Et ce que je pense, et il n'est pas hilbertien, donc ça ne pose pas de problème. Les théorèmes d'incomplétude mettent en échec le programme hilbertien, pas le programme de Husserl, puisqu'il n'est pas formaliste, tout simplement.
Donc donc à partir de là, et il y en a un qui a parfaitement compris ça, c'est Gödel. Gödel a parfaitement compris que Husserl était tout à fait indemne de ça. Enfin, il n'est pas le seul. Si on prend Rota, Giancarlo Rota, qui faisait les cours qu'il faisait au MIT, montre également que Husserl, donc sur ce qu'il appelle la logique génétique husserlienne, en fait, elle n'est pas du tout concernée par ce voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment la ligne que j'ai de lecture de Husserl. Et sur la mécanique quantique, il y a un article, et c'est assez étonnant, on le cite peu, qui est dans la Crisis. Il développe des choses justement à partir de sa conception des probabilités, dont je parlais à l'instant, et de la morphologie formelle dont j'ai parlé très, très rapidement ici. Il développe une interprétation. Alors, j'ai essayé de montrer, essayer de situer l'interprétation. C'est pas De Broglie, c'est pas Heisenberg, c'est une interprétation bizarre, mais en termes d'espace de jeu, justement, de Spielraum, et où il intervient la notion de typique, etc. C'est un texte assez étonnant, qui est sa lecture de la mécanique quantique. Et c'est un des appendices à la Crisis qui est développé, qui a pratiquement pas été, je crois que je suis le premier à avoir retenu l'attention, à avoir fait un article là-dessus, et Dominique Pradel en a fait un dans son bouquin sur la révolution, enfin, sur la généalogie de la raison. Il y a un paragraphe sur ça. Et voilà, donc c'est un petit peu la mécanique quantique. Il a une appréciation qui est et qui touche, on pourrait dire, alors les probabilités commencent par là. Les probabilités sont subjectives, c'est une notion subjective, mais comme la puissance de l'esprit et de la conscience, c'est qu'elle thématise par réflexion, ce qui est non thématisé devient thématisé. Donc même ce qui est subjectif peut donner lieu à un traitement thématique, et donc peut devenir un objet, entre guillemets, mesurable, manipulable. En tout cas, c'est comme ça qu'il introduit donc le sens des probabilités tel qu'on l'utilise en mécanique quantique. Donc, je crois que c'est l'appendice 4 à la Crisis, qui porte exclusivement sur la mécanique quantique. Donc c'est un texte qui est pas lu à ma connaissance, c'est dommage. Et donc j'ai un article dans rue Descartes sur ça, sur l'interprétation du principe de Pauli à partir de... Alors bon, c'était plutôt sur Weil et De Broglie. Et la troisième partie sur Husserl n'a pas été publiée parce que l'article était trop long. Mais en tout cas, j'ai eu l'occasion de le faire depuis longtemps, ce travail. Et sinon, il y a Dominique Pradel qui consacre un chapitre dans son avant-dernier livre sur ce passage. Et donc il avait vent de ça, et ça l'intéressait vraiment. Donc ma réponse est ça, c'est-à-dire il a un rapport une conception interventionniste de la philosophie. C'est pour ça que sa critique n'est pas simplement une critique post festum, c'est-à-dire il y a la science qui apparaît, disons la science normale ou standardisée, et la phénoménologie chercherait à rendre compte des conditions de possibilité. Non, il essaye de se mêler au débat et d'introduire des critères, disons, de pertinence, ce que j'essaie de montrer ici avec la cosmologie. En tout cas, il y a cette volonté chez Husserl, indéniablement. Ça, c'est une des différences. On le voit bien dans la correspondance Weil-Becker, où il y a deux interprétations, et Weil va dans le sens de Husserl. Il a une conception très interventionniste de la phénoménologie, et Becker, au contraire, il pense que ça reste encore tel que dans la phénoménologie husserlienne, reste dans le sillage du transcendantalisme kantien. Donc la science est un fait constitué, et on doit rendre compte de ses conditions de possibilité. Ce qui n'est pas tout à fait vrai en réalité pour Kant non plus. En réalité, quand on lit les premiers principes métaphysiques d'une science de la nature, quand il introduit des forces de répulsion, c'est pas dans Newton, quoi. Merci beaucoup, Carlos. J'aurais moi-même des questions, mais je les laisserai pour la pause pour pas prendre plus de temps. Et encore merci. Merci.